Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Rencontre. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre du Conseil national des jeunes guinéens de France. En l'occurrence, nous recevons pour vous ce soir M. Sori Keita. Il est le délégué général du Conseil national des jeunes guinéens de France. Il est business analyste à BNP Paribas en France, à Paris. Bonjour M. Keita. Bonjour messieurs. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui pour parler du Conseil national des jeunes guinéens de France. Merci à vous de m'avoir reçu dans votre émission. Nous allons parler de M. Keita. C'est difficile de parler de soi-même. Ouais. Alors vous avez dit un petit mot tout à l'heure, je suis délégué général du Conseil national des Indiens de France et aussi par ailleurs je suis analyste financier chez BNP Paribas à Paris. Et donc j'ai un parcours académique qui a commencé en Guinée, à Zéro-Corée, où j'ai commencé mon école primaire, le collège, le lycée. Après mon lycée, je suis parti en France pour poursuivre mes études universitaires. Donc j'ai un double diplôme en comptabilité et contrôle audit et en droit. Et ensuite, j'ai une spécialisation en master de finance des marchés, donc gestion des instruments financiers. Donc, je travaille à Paris, chez BNP Paribas actuellement. Bien avant, j'ai eu plusieurs expériences avant chez d'autres grands acteurs de la banque et de la finance en Europe et dans le monde. Et nous allons parler du Conseil national des jeunes guinéens de France. Comment est-ce que vous êtes arrivé à la création de ce conseil? Alors, le Conseil national des jeunes guinéens de France a été créé en 2009. Donc, à l'époque, moi, je n'étais pas dedans. Donc, ça a été créé par des jeunes Guinéens à l'époque en France qui ont vu la nécessité de fédérer en fait les associations des jeunes Guinéens qui sont éparpillées un peu partout en France, donc pour faire en sorte que les actions de ces associations soient coordonnées par un réseau national. Voilà. Donc c'est ça qui a permis en fait la création du Conseil national des jeunes Guinéens de France en 2009 à Bordeaux. À Bordeaux. Et les objectifs poursuivis par cette association, c'est le regroupement uniquement des associations guinéennes de France ou il y a d'autres objectifs que vous avez assignés? Pas seulement, en fait. Le but principal, c'est de coordonner les actions, donner une synergie aux actions des associations de jeunes Guinéens de France. Pour cela, en fait, le Conseil national des jeunes Guinéens de France permet, avec ses associations membres, d'accueillir en fait les étudiants guinéens qui arrivent en France, les accompagner dans leur premier pas, dans le cadre de leur intégration. Donc moi je suis parti par Campus France par exemple. Quand j'arrive en France et que je ne connais personne, et une association, on se trouve en face d'une communauté guinéenne qui permet facilement d'être intégrée. Donc ça se passe comme ça à Lille, à Marseille, à Lyon, à Nancy, à Bordeaux, etc. Donc le Conseil national des jeunes Guinéens de France est réparti comme ça dans 32 villes en France qui permet principalement d'accueillir et d'accompagner les étudiants guinéens qui arrivent. En plus de ça, on fait aussi tout ce qui va être activité culturelle, tout ce qui va être activité concernant notre pays, principalement les semaines culturelles, les journées culturelles à l'occasion des fêtes nationales de notre pays, notamment la fête d'indépendance. Presque tous les ans, ça se passe comme ça. Il y a une fête qui est organisée par toutes les associations à travers la France. Et donc, cette fête nous permet aussi d'avoir une occasion de promouvoir la culture guinéenne, aussi la richesse culturelle et intellectuelle de notre pays, à travers l'invitation d'artistes guinéens qu'on invite souvent pour participer à des prestations musicales, voilà, pour essayer de faire en sorte que notre culture soit aussi un peu vulgarisée en fait, en quelque sorte, en France. Bon, après aussi, ça c'est du côté de la France. Du côté de la Guinée, maintenant, on permet aussi de faire en sorte qu'il y ait un lien entre les jeunes Guinéens de Guinée et les jeunes Guinéens de France. Donc ça se passe sous différentes formes, principalement sous la forme de projets. On monte des projets qui profitent non seulement à la population guinéenne, mais aussi aux jeunes Guinéens de Guinée avec qui on travaille sur les projets, parce que ces projets que nous menons sont faits, sont montés, réfléchis et réalisés avec des associations ou d'organisations d'ONG de jeunes Guinéens de Guinée. Donc c'est un partage d'expérience entre les jeunes de là-bas, Guinéens de là-bas et d'ici. Nous, on a quelque chose à apporter. Eux aussi, ils ont beaucoup de choses à nous apporter. Donc c'est pour ça que la nécessité aussi de collaborer ensemble.
Étant fédéré en plusieurs associations, comment fonctionne ce conseil? Alors, comment fonctionne ce conseil? Alors, le Conseil national des jeunes guinéens de France, comme je dis, il y a 32 associations. Ces 32 associations composent le conseil d'administration du Conseil national des jeunes guinéens de France. Donc, le conseil d'administration est composé de 32 membres qui élisent les membres en fait, du bureau exécutif. Donc, pour être membre du bureau du Conseil national des jeunes guinéens de France, il faut être habilité, il faut être délégué par une association membre. Voilà. Moi, je suis au sein du Conseil national des jeunes guinéens de France par l'intermédiaire de mon association membre qui est ASEGI, Association des étudiants guinéens du Nord-Pas-de-Calais à Lille. Okay. Donc, ainsi de suite. Donc, il faut appartenir à une association pour être membre du bureau de gestion de Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est un réseau d'associations, c'est une fédération et on ne peut pas adhérer individuellement. C'est les associations qui sont membres du conseil. Okay. Donc, ce n'est pas des personnes physiques. Et ces personnes physiques, pour être membre, il faut être membre d'une association qui est affiliée en fait au réseau. Quel est l'esprit qui prévaut aujourd'hui au sein donc de ce conseil, vu la diversité des différentes associations en Guinée, en France? En France et en Guinée, je dirais. L'esprit qui prévaut aussi, on essaye de se... Enfin, l'esprit principal, c'est de nous rassembler sur ce qui nous unit. C'est ce que nous avons en commun de bon. On a en commun l'amour de notre pays. Sur tout ça qui permet de nous unir principalement. Donc toutes les actions qu'on fait vont dans le sens de la promotion de la Guinée, des projets qu'on réalise en Guinée. Donc c'est un élément très important qui nous unit aujourd'hui au sein du Conseil national des jeunes guinéens de France. Quand on connaît, je dirais, le repli identitaire, si vous voulez, régionaliste, ethnocentrique, qui prévaut même de Conakry jusqu'à l'intérieur, qui s'est déteint à travers tout le monde, comment est-ce que vous gérez tout ça? Parce que les gens ont pour tendance de vivre en communauté, en régionalisant, en vivant. Comment est-ce que le Conseil arrive à tirer le meilleur de ces différents groupements? On arrive à tirer le meilleur de ces groupements. Je disais qu'on se rassemble sur ce qui nous unit, c'est la Guinée. Donc on réussit jusqu'à présent à dépasser ces clivages. Okay. En faisant en sorte que les membres du bureau viennent des associations. Donc s'il y a des problèmes, ça se gère peut-être au niveau même de l'association à la base. Et donc on n'a pas vraiment de difficulté à gérer ces problèmes parce que on a dans les bureaux des gens d'horizons différentes, qui ont des opinions politiques complètement différentes, qui sont d'ethnies différentes. Mais ça n'empêche pas de travailler ensemble parce qu'on a un seul objectif, c'est de faire en sorte que notre pays avance par des moyens qui sont à notre disposition. Les moyens qui sont à votre disposition. Et vous avez parlé donc des projets tout à l'heure. Nous allons parler du projet Solar Santé auquel vous tenez tant. Oui, justement. Je disais que quand on fait des projets, ça permet non seulement de servir de pont entre les jeunes Guinéens de Guinée et les jeunes Guinéens de France à travers le montage et la réalisation des projets qu'on fait en commun avec d'organisations et associations de jeunes Guinéens ici en Guinée. Et ça permet aussi de faire bénéficier la population guinéenne de nos expériences, de notre façon, de notre expertise en quelque sorte. Et donc, aujourd'hui, tous les ans, depuis la création du CNDJF, on réalise des projets en Guinée. Donc, on va parler de Solar Santé parce que c'est un projet qui nous tient à cœur principalement et qui est récent. C'est un projet d'électrification solaire des centres de santé, d'équipement, de réhabilitation, de fourniture, des formations de personnel de santé dans le milieu rural. Donc en Guinée, dans le milieu rural. Donc on travaille avec aussi d'autres organisations qui sont vraiment spécialisées dans le domaine de la santé, notamment Santé pour tous. Donc pour le projet Solar Santé avec Santé pour tous, on a construit un centre médico-légal à Kagbélé, qui est très bien équipé. Et aussi, actuellement, on a construit aussi un centre de santé à Farasababin, qui est Santé pour tous. Et Farasababin, c'est dans Mandiana, entre Mandiana et Séguin, c'est une zone très enclavée, qui est difficile d'accès et qui aussi qui est dans une zone minière et qui fait que les gens
avec les éboulements, avec plein de problèmes. Le problème de santé n'est pas... les gens ont beaucoup de difficultés pour accéder à la santé. Donc pour cela, le centre de Farasaraban est un centre vraiment en référence qui permet de soigner beaucoup de personnes. Et aussi, l'enclavement du centre de santé de Farasaraban, on peut se poser la question comment on arrive à faire fonctionner, parce que aussi il y a un gros problème ici. D'équipement pas à ce niveau-là, parce que l'équipement, on envoie tous les équipements, le centre il est bien équipé, mais c'est un problème de personnel aussi qui est un peu difficile, parce que comment faire en sorte qu'un médecin qualifié reste là-bas pour s'occuper des patients. Et pour cela, on a réfléchi une façon d'inciter les médecins, à Farasaraban principalement. Je peux citer Dr Oulare, qui fait un travail formidable sur place. C'est un médecin qui a fait ses études à Conakry, qui est bien formé, très bien formé, qui a laissé donc les grands hôpitaux ici pour aller là-bas, et qui a été favorisé aussi par le fait qu'on a mis en place une façon de les soutenir pour faire en sorte qu'ils restent sur place. Construire un bâtiment pour lui, le soutenir. Au mois de décembre dernier d'ailleurs, M. Oulare, il était à Paris et à Lyon pour aller se former. Donc c'est des incitations comme ça qui permettent aussi de maintenir les médecins dans les endroits, les médecins qui ont vraiment une vocation d'aider les gens, de les maintenir là-bas, et aussi en contrepartie de les inciter, de leur donner des avantages qui permettent de collaborer avec nous. Donc ça c'est à Farasaraban. Il y en a d'autres aussi, il y en a d'autres, on a 7 centres de santé comme ça qu'on est en train de faire avec notre partenaire Santé pour tous. Santé pour tous. Donc, la couverture de la Guinée est donc l'objectif visé par le Conseil. La couverture de la Guinée, c'est l'objectif. C'est un objectif qui n'est pas réaliste à mon avis. Mais en restant réaliste, on a pour l'instant 7 centres de santé qui sont en cible. Maintenant, ces 7 centres vont être aussi opérationnels de la même façon. Quand je dis que ce n'est pas réaliste, la couverture de la Guinée, vous imaginez bien, le besoin il est tellement immense, même le ministère tutelle a aussi du mal à faire face à tout ça. Nous, on le fait avec notre moyen. Et aussi, on aide aussi... Non, mais en collaboration. Est-ce que vous avez une collaboration de travail avec le département des tutelles dans le domaine de la santé? Tout à fait. On travaille directement avec le ministère de la Santé. Rien qu'à choisir les endroits d'abord où il y a le besoin, nous on ne peut pas faire ça, on n'a pas cette expertise, on ne connaît pas. On collabore en amont avec le ministère de la Santé, notamment la Direction nationale des centres hospitaliers, qui a des données très fiables par rapport à ça, qui nous donne des informations, qui nous assiste aussi, qui assure la logistique en fait, quand on arrive pour aller sur le terrain. Le ministère nous aide en termes logistiques, véhicules, chauffeurs, transporter les matériels, tout ça c'est la contribution de l'autorité locale. Donc ça permet aussi non seulement de bien évaluer la faisabilité du projet, mais aussi le suivi et l'évaluation du projet. Parce qu'à un fonctionnaire par exemple, on n'a pas ce pouvoir-là. Voilà. Envoyer des matériels, est-ce que ces matériels sont adaptés aux standards guinéens? Ça on ne sait pas. C'est le ministère qui le sait. Ils ont la possibilité de nous dire non, ces matériels ne sont pas adaptés aux standards. Il peut y avoir des confusions par rapport au matériel existant. Débarrasser de tout ça, ils peuvent le faire. Pour éviter tout ça, le projet il est bien réfléchi en amont avec les vraies autorités en fait, compétentes, pour ne pas avoir de mauvaises surprises en quelque sorte. Je profite pour dire aussi que il y a quelques mois, quelques semaines d'ailleurs, on était arrivé en Guinée avec un groupe de médecins qui a fait des formations à l'hôpital à Donka et aussi à Kindia, et avec aussi Santé pour tous, parce qu'on a des spécialités, notamment qui étaient dirigées par Dr Soiré, qui est aussi un très appui, qui est un médecin en France, et avec qui on travaille étroitement. Vous avez un autre projet qui touche la couche la plus vulnérable, c'est-à-dire ce sont les enfants. En milieu rural, il y a difficultés, des défis en matière d'études et tout ça. Vous avez pensé aussi, vous êtes resté dans le même optique pour parler encore de Solar Sac. Oui,
Solar Sac, Solar Santé, vous imaginez bien, c'est Voilà. un truc. Vous allez chercher dans le dictionnaire, vous ne verrez pas ces mots, hein, parce que c'est des mots qu'on a inventés nous-mêmes. Donc c'est Solar Santé, vous avez le mot solaire. Ouais. Solar Sac, il y a le mot solaire. Donc Solar Santé, c'est amélioration des conditions de santé en milieu rural à travers l'électrification solaire. Donc solar, solaire. Donc le solaire, il est abondant en Afrique, donc il faut en profiter pour... Et à vil prix. Voilà, exactement. C'est totalement gratuit. Ouais. Et Solar Sac aussi, c'est pareil, c'est des sacs à dos solaires. Ok. Des sacs à dos qui permettent aux enfants de milieu rural de réviser et qui produisent de... j'ai un exemplaire Donc, avec moi ici. Le spécimen, il est là. Le spécimen, il est là. En fait, c'est un sac à dos qui est équipé de panneaux solaires. Vous voyez-vous, c'est un mini panneau solaire qui est là, qui permet en fait d'emmagasiner l'énergie solaire la journée. Et la nuit, l'enfant pourra brancher une ampoule. Il y a deux sortes d'ampoules. Cette lampe-là, ici, a une batterie qui est intégrée. C'est la batterie qui conserve l'énergie la journée. Et là, ça allume en fait. Voyez-vous, ça permet d'éclairer un bureau. L'enfant, il pose son cahier ici. Il révise. Donc là, il y a une deuxième ampoule aussi qui est un peu plus large. Voilà, voyez-vous. Voilà, c'est modulable. Ça permet en fait de le mettre sur un bureau comme ça, l'enfant, un bureau propre, il révise ses leçons. Okay. Et ça, on a envoyé uniquement dans les zones rurales, parce que c'est là où il y a le vrai besoin. Rien qu'à Conakry, on a des problèmes d'électricité. Donc vous imaginez dans des endroits qui sont difficiles d'accès, très enclavés, mais aussi qui ont le droit à l'éducation. Donc c'est pour cela qu'on a pensé vraiment à nos jeunes frères qui sont là-bas pour faire en sorte qu'ils aient les mêmes chances de réussite que nous. Donc on les a distribués dans 12 localités, vraiment réparties sur tout le pays. Très difficile. Quelles sont les localités qui ont été donc bénéficiaires de ce projet? Je peux la citer rapidement. Oui. Il y a Benyere, Maferia dans la forêt Caria. Il y a Kalia Frigia dans la préfecture de Farana. Il y a la Bunuma dans la préfecture de Zérékoré. Bamakaman dans la préfecture de Yomu. Il y a Psibilibaro dans la préfecture de Kerouani. On a aussi Nimisatu Mankadia Malea dans la préfecture de Sigiri. Sangiana dans la préfecture de Kouroussa. Gongorem et Aigel dans la préfecture de Pitar. Tangali dans la préfecture de Letougué. Donc vous imaginez bien, c'est des noms moi que j'ai découverts parce qu'on les a choisis sur la base des données qui nous a été fournies, notamment par le ministère de la Santé et aussi l'UNICEF, qui permet de faire une classification des zones en fonction des niveaux de pauvreté, en fonction du niveau d'accès à l'éducation. Et donc on a découvert comme ça des endroits de notre pays, de mon pays, que j'ai parcouru en 15 jours. Et on les a distribués main à main propre, donnés aux enfants. Voyez-vous votre sac? Ils étaient contents, c'était du bonheur. Donc, je trouve que c'est aussi le sens de notre action, c'est rendre dans des endroits comme ça, où le besoin il est immense, mais dès qu'on est là, la joie que ça procure nous remonte complètement. Et donc, pour aller un peu plus en profondeur, c'est que quand j'ai dit tout à l'heure qu'on fait les projets qui sont réfléchis, construits en amont avec les bénéficiaires directs et aussi les autorités compétentes, les autorités locales. Et pour cela, c'est dans quel but? Dans le but, premièrement, d'avoir une bonne faisabilité du projet. Deuxièmement, le suivi et la pérennisation. Dans ces projets, comme tous nos projets, c'est la partie la plus importante. On peut donner des sacs, faire d'eau, ça peut faire des feux de paille, voilà, un coup de com'. On a fait des actions, ça passe à la télé, tout le monde en parle. Mais après, derrière, est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce que l'objectif pour lequel ça a été fait est atteint? Donc pour cela, c'est pour ça qu'on met en avant vraiment le premier point qui est la phase de pérennisation. Et donc pour cela, non seulement il est nécessaire qu'on soit sur place nous-mêmes pour voir directement les bénéficiaires et aussi d'imaginer une façon de pérenniser. Alors sur celui-là, on a imaginé une façon de le faire. Donc quand on est parti sur place avec notre partenaire, on a un partenaire local avec qui on travaille sur ces projets, c'est l'ONG, la Jeune Chambre internationale Conakry Trésor, qui va nous servir de relais pour la pérennisation de ce projet. Et donc à chaque endroit, on a été accompagné par un délégué, par 3 délégués de Jeune Chambre internationale qui vont se répartir en fait sur tout le suivi par zone. Et donc le rôle de ces délégués-là, ça va permettre de remonter les informations
par rapport au fonctionnement, au bon usage. Donc au niveau local, là où on a remis les sacs aux enfants, à tous les niveaux, on a mis en place un point focal. Ok. Ce point focal, il est composé d'un représentant, de représentants des classes d'élèves qui ont bénéficié, de 2 représentants des élèves de sa classe, parce qu'ils sont les premiers concernés, ils ont les meilleures informations, d'un représentant de la notabilité, c'est important, d'un représentant d'autorité politique locale, ça peut être le maire, le sous-préfet, même le président du district, et aussi un représentant de l'autorité locale de l'éducation. Ça peut être le directeur sous-préfectoral de l'éducation qui délègue une personne. Tout ça pourquoi? Parce que notre crainte, c'est que ces sacs ne se retrouvent pas demain sur le marché, par exemple. Et aussi que les parents ne s'en servent pas pour aller éclairer une cuisine ou aller éclairer un salon. Donc on a passé le message directement aux enfants, aux parents d'élèves, parce qu'à chaque endroit, on a réuni tout le monde. Les parents d'élèves, les responsables, les associations de parents d'élèves APAE, comme on en parle ici, les autorités locales, la notabilité et tous les élèves, tous les districts étaient mobilisés pour expliquer bien le principe, pour que les enfants n'y mettent pas les manques dedans pour aller courir, pour aller jouer au foot par exemple, c'est fragile, ça peut gâter, pour que aussi les enfants ils ne l'utilisent pas pour autre chose. Donc que les parents surveillent les enfants pour utiliser ça pour réviser, que aussi les parents n'abusent pas de leur autorité sur les enfants pour prendre ça pour faire autre chose avec. Donc le rôle de ces points focaux là permet aussi d'identifier tout ça. Il y a un problème à cet endroit et gérer entre vous pour que le sac soit utilisé à bon escient. Un deuxième élément qui va nous permettre de tout illustrer tout ça ou de tout vérifier, c'est qu'à chaque endroit, quand on est arrivé, la première tâche qu'on a fait, on a relevé les notes actuelles du premier trimestre de chaque enfant. On a toutes ces notes avec nous. Et donc, ça va nous servir d'élément de comparaison à la fin de l'année. Un enfant qui a 5 de moyenne sur 10, on va lui donner le sac, on sera capable à la fin de l'année pour savoir est-ce que l'utilisation de ces sacs lui a permis de rehausser sa note. Voilà, donc c'est vraiment le sens de notre travail. Un projet, pour le faire, il faut faire un bon diagnostic, trouver une solution adaptée. Quand on a la solution, il la réaliser. Et ici, il faut réaliser la solution. Pour qu'une solution soit pérenne, voilà, il faut vraiment trouver des solutions, des possibilités pour que toutes les cases soient cochées pour ne pas que l'objectif soit détourné, en quelque sorte. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, nous sommes donc en compagnie de M. Sori Keita. Il est le délégué général du Conseil national des jeunes guinéens de France. Il nous parle donc de l'apport de ce grand conseil. Parlant du conseil, quelles sont les perspectives que vous assignez actuellement pour ce projet? Pour ce projet, d'abord, je disais que la partie la plus importante, c'est la pérennisation. Et ça, on l'a réalisé. On attend maintenant pour la pérennisation. Et ça, c'est un travail très minutieux, très courageux, parce que la partie la plus, je dirais, la plus sexy, en quelque sorte, du projet est terminée. Et ça, c'est la partie du travail vraiment un peu ingrate, mais qui est très difficile, qu'on va faire, qu'on va mener, qu'on va suivre, pour que tous les enfants qui ont bénéficié de ces sacs améliorent leurs résultats scolaires, parce que c'est vraiment le but. Et qu'ils aient l'espoir pour dire que on a des frères qui sont à l'étranger, qui pensent en nous, qui croient en nous. Et que cela les pousse dans leur façon de travailler pour dire, bon, je vais être comme eux. Voilà, ce monsieur-là, il a pu faire ça, pourquoi pas moi? Et ça, c'est le message, on l'a fait passer. Et les enfants, on veut que dans ces groupes, qu'il y ait beaucoup de gens qui réussissent comme nous, même plus que nous. Donc ça, pour le faire, il faut qu'on continue le travail. Tous les enfants sont recensés. On a un système de parrainage qu'on a mis en place pour vraiment suivre ces enfants à la trace. Ça, c'est un défi quand même, en quelque sorte. C'est vraiment un travail longue haleine. Dans la suite de ça, on a un autre projet qui est en gestation actuellement, qui est un projet aussi qu'on n'a pas encore nommé. Je ne sais pas si ça va être solar, je ne sais pas quoi, mais c'est un projet quand même qui concerne aussi les milieux ruraux. C'est dans le développement durable, parce que le CNJF a principalement 3 axes d'intervention. Le domaine de la santé, l'éducation et le développement durable. Santé, solar santé. Éducation, on a cela, SAC. Donc ça, c'est notre bureau, notre mandature. Nous, c'est notre produit pour l'instant. On a un troisième qui va être vraiment dans le domaine du développement durable,
qui consiste à produire de l'énergie dans les milieux ruraux pour servir les familles. La consommation domestique en énergie, il y a beaucoup de programmes actuellement de fourniture d'énergie dans le pays. On sait que oui, c'est des programmes qui risquent de prendre du temps ou qui n'ont pas couvert totalement le pays d'un jour à l'autre. Donc c'est pour ça que nous on a un projet qui permet aux familles de produire l'énergie grâce aux déchets organiques, aux déchets agricoles par exemple. C'est-à-dire que ça permettra d'installer un méthaniseur central dans un district. Ce méthaniseur va permettre de transformer ces déchets en biogaz. Et ce biogaz va permettre d'alimenter les familles pour cuisiner, justement pour cuisiner, pour produire de l'énergie domestique. Ça a beaucoup d'avantages. Principalement la lutte contre la déforestation. On parle actuellement des COP21, COP22, COP23. Tout ça, c'est dans l'optique de protéger l'environnement. Et donc, le fait de ne pas couper le bois pour aller s'échauffer, pour faire la cuisine, c'est un grand pas. Donc c'est ça l'objectif aussi dans le monde vraiment de ces domaines-là, permettre de réduire la consommation avec les énergies fossiles. Et donc, un autre volet très important, parce que ça nous permet de mettre en place une sorte d'économie circulaire. Un principe qui a été inventé par un économiste bangladais qui s'appelle Mohamed Yunus, qui a eu le prix Nobel de l'économie en 2006. Mohamed Yunus d'ailleurs, que j'ai eu l'occasion de rencontrer le 12 décembre dernier en compagnie de l'ancien ministre des Affaires étrangères américain John Kerry, à la conférence de Paris, sur laquelle on a discuté sur ce projet, parce que c'est un principe qu'il a inventé qui est aujourd'hui en vogue, s'appelle l'économie sociale solidaire, et qui permet de faire en sorte que l'économie ne profite pas à un cercle fermé, à un cercle, le capitalisme. Bon, ça c'est un autre débat, mais pour la façon que l'économie profite à tout un chacun. Et donc cette économie circulaire qu'on va mettre permet aux familles de produire les déchets. Ces déchets vont alimenter, ils vont peut-être vendre ça au méthaniseur central, qui va transformer, produire l'énergie. Cette énergie va être revendue aux familles et aussi le méthaniseur, en produisant l'énergie, va produire des déchets. Ces déchets-là, qui sont plus réutilisables, vont être utilisés dans les champs comme engrais. Donc voyez-vous, c'est un cercle qui s'alimente tout seul, qui permet mais qui crée un développement durable. Un développement durable vraiment à ce niveau-là. Donc c'est quelque chose, c'est un modèle économique qui est vraiment fonctionnel sur la base de ce qui a été préconisé par Mohamed Yunus. Je me suis rendu en Allemagne voir une société qui s'appelle Bi-Energy, qui est vraiment spécialiste dans ça, qui a fait la même chose en Éthiopie de façon très efficace. Donc on veut se servir de ça pour le dupliquer en Guinée. Donc, merci donc à M. Sori Keita, délégué général du Conseil national des jeunes guinéens de France. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau pour répondre donc à nos questions concernant ce grand conseil qui apporte beaucoup pour le développement de notre nation. Merci à vous. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin donc de cette rencontre aujourd'hui. Je vous retrouve dans un prochain numéro et je vous dis bonsoir. Restez sur les antennes de la télévision nationale. Au revoir.